Délabrés, pillés, les bunkers de la ligne Maginot sont tombés dans l'oubli. Peu de gens savent où ils se trouvent exactement. Construits après la Première Guerre mondiale pour protéger la France d'une attaque ennemie, ce sont des structures massives enfouies dans la terre. Nouvelle stratégie de la guerre moderne. Les forts sont invisibles. France's Maginot Line, strongest defense works ever built. Avec ses 700 km de long, la ligne Maginot paraît infranchissable. Pourtant, en 1940, les Allemands sont parvenus à envahir la France. La muraille française a-t-elle été un échec? Jusqu'à nos jours, elle reste un mythe, un géant rempli de mystères. Charles Le Digue est né en Lorraine et vit toujours près de la frontière franco-allemande. Enfant, il tombait déjà sur des casemates lors de ses balades en forêt. Il descend à 30 mètres sous terre. L'escalier n'a plus de rampe. Ce bunker est abandonné depuis des décennies. Faute d'électricité et de chauffage, il est froid et humide. Petit, Charles ne savait pas qui avait édifié ces casemates. Il a découvert des moteurs diesel et des galeries de plusieurs kilomètres de long dans lesquelles il se perdait. Mais il a trouvé aussi des objets du quotidien, comme des casseroles. Personne ne lui parlait de ces gigantesques constructions. Une chape de plomb pesait sur leur histoire. J'ai grandi ici dans le secteur, à quelques kilomètres d'ici. J'ai toujours vu ces casemates, ces blocos, mais je ne savais même pas que ça s'appelait des casemates à l'époque quand j'étais tout jeune. Et puis je ne savais même pas forcément si c'était français, voilà, pour tout vous dire. Donc pour moi, on me l'expliquait pas trop. Et à l'école, on survolait beaucoup. Cette ligne Maginot, on n'en parlait pas trop. Pourquoi? Parce que cette partie de l'histoire de France, c'est une défaite. Donc on l'a très vite survolée, alors que finalement, sur le plan technique et historique, c'est super intéressant. Au bout d'un dédale de couloirs, plusieurs échelles remontent vers la surface. Dans ces anciens blocs de combat, les murs sont recouverts d'acier et coiffés de coupoles. Ces cloches, comme on les appelle, ont été fabriquées en acier massif spécialement pour les casemates. Mais la ligne Maginot ne se réduit pas à un seul bunker. Elle en comporte des centaines, des milliers. Ils étaient conçus comme des ouvrages de défense et devaient avoir un effet dissuasif. Au total, plus de 9000 casemates bordent la frontière française, de la Manche à la Méditerranée. Si l'on n'a construit que des ouvrages légers face à la Belgique et à la Suisse, la frontière avec l'Italie et l'Allemagne était protégée par des fortifications plus massives. Aujourd'hui, l'histoire de la ligne Maginot fait l'objet de recherches scientifiques. Les deux historiens Alia Aglan et Stefan Martens se retrouvent à l'Institut historique allemand de Paris.
Il cherche à comprendre comment le dispositif de défense français a vu le jour. Il faut la comprendre dans son contexte. Sans le contexte de construction, de conception et d'utilisation, on ne comprend rien. On se dit, mais pourquoi on fait tout ça? Pourquoi tant de béton? Pourquoi tant de moyens? Pourquoi tant de maîtres d'œuvre? La Première Guerre mondiale a profondément marqué la France. Plus d'1 million d'hommes sont morts. Dans presque toutes les familles, on pleure un père, un fils, un frère ou un mari. Le quart nord-est du pays est en grande partie détruit. Après 51 mois d'âpres combats, les Français en sortent vainqueurs. Mais à quel prix? Le pays est exsangue. Il faut que l'Allemagne en paye les conséquences et cesse de représenter une menace. Le traité de Versailles de juin 1919 l'oblige à verser de lourdes réparations et à se désarmer. La France doit se prémunir d'une future attaque. C'est ainsi qu'à Versailles, on expose les photos de soldats infirmes, des gueules cassées, pour rappeler l'horreur de la guerre. Avec le 1 400 000 hommes que la France a perdus, il y a tout lieu de penser que les prochaines classes de soldats seront moins nombreuses. Autrement dit, pour appuyer la future armée et garantir la protection du pays, on a besoin d'un système de défense efficace. La France d'aujourd'hui, sans ambition et sans haine, est essentiellement pacifique. Mais les menaces répétées d'une invasion brusquée nous ont obligés à organiser notre défense nationale. Ce fut Maginot qui défendit le projet de ces constructions armées qui portent aujourd'hui son nom. André Maginot, un géant de 2 mètres, est un vétéran gravement blessé. Il est ministre de la guerre depuis 1929. Il reprend le projet d'une ligne de défense nationale élaborée par son prédécesseur. Depuis la fin de la guerre, c'est un sujet de débat entre militaires et politiques. Certains veulent une ligne de fortification légère derrière laquelle veillerait une puissante armée mobile. D'autres misent sur l'offensive. D'autres encore plaident pour un système d'ouvrage massif. C'est ce concept que Maginot impose au Parlement. Comment on allait construire un système d'armes ou un système d'hommes qui allait prôner l'offensive à outrance pour aller envahir l'ennemi héréditaire allemand? Certainement pas, forcément elle est défensive. Et puis la défensive n'est pas, dans le droit de la guerre, une faiblesse, c'est le contraire. Une fois la décision arrêtée, on lance la construction de la ligne Maginot. Elle engloutit 5 milliards de francs de l'époque, l'équivalent actuel de 2 à 3 milliards d'euros. Plus de 20 000 ouvriers sont à l'œuvre sur des centaines de chantiers. Après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, l'urgence se fait sentir. En France, on craint une nouvelle agression de l'Allemagne. Mais dans le Sud aussi, une menace plane depuis un certain temps. L'idée initiale est de couvrir les secteurs directement menacés par l'Allemagne, mais également les régions méridionales jusqu'à la côte méditerranéenne. À partir de 1922, avec Mussolini à la tête du gouvernement italien, le danger vient aussi de l'autre côté des Alpes. Alors on se met sérieusement à organiser la défense dans le sud de la France. En surplomb de la baie de Menton et de la Méditerranée, domine le fort de Sainte-Agnès. L'un des 23 blocs d'artillerie qui longent la frontière franco-italienne. Le fort de Sainte-Agnès n'a pas été enfoui sous terre, mais creusé à l'horizontale dans la roche. De l'extérieur, on ne soupçonne pas sa taille réelle.
L'idée, c'est de se fondre dans la topographie. Alors, c'est d'offrir un minimum de surface à l'ennemi, d'enfouir les structures, de les réaliser cette fois-ci en béton armé et rentrer donc du coup dans une esthétique de disparition comme un caméléon minéral avec des superstructures abandonnées à la végétation, à l'empierrement, des façades arrondies qui font riper les obus en façade, des façades non plus en béton lisse mais recouvertes d'une tyrolienne, c'est-à-dire un crépi qui n'offre pas de brillance au soleil. On est là dans un esprit de camouflage, ce qui est totalement en rupture avec ce qu'on a vu auparavant. Les meurtrières se fondent complètement dans le béton. Derrière, les chambres de tir sont équipées de mortiers à tir courbe. Leur portée est de plusieurs kilomètres. Ce fort Maginot n'est qu'à 3,5 km à vol d'oiseau du littoral, au niveau balistique, donc il n'est pas loin. Il est loin par la route, il est très difficile d'accès, l'ennemi ne pourra pas s'en emparer. D'autant plus qu'il y a justement cette mutualisation des fortifications au niveau de la défense. Ils se protègent 2 à 2, 3 à 3 parfois. Donc il est extrêmement compliqué, voire improbable pour l'ennemi de passer, de franchir. En fait, la ligne Maginot se veut dissuasive, elle se veut défensive. Passer par Menton pour aller vers Nice, c'était le but de Mussolini. Encore fallait-il réussir. Les fortifications de la ligne Maginot sont adossées au versant des Alpes-Maritimes ou perchées sur les sommets. Elles sont positionnées de telle manière que les tirs des armes se croisent, empêchant toute intrusion ennemie. Les flancs des montagnes sont ainsi protégés. La ligne de défense française est extrêmement complexe. De gros ouvrages d'artillerie sont complétés par des ouvrages d'infanterie auxquels viennent s'ajouter les casemates. Il y a des tours d'observation, des abris et de petits avant-postes. Puisque la Suisse demeure neutre, la ligne de défense n'est pas pourvue de constructions massives. Il en va de même initialement le long de la frontière avec la Belgique, pays allié de la France. C'est en Alsace et en Lorraine que la ligne Maginot est la plus renforcée. Elle peut atteindre jusqu'à 25 km de largeur. Ici, la ceinture de protection est constituée de tranchées, de barrages anti-chars et de barbelés. Comment la vie des soldats français se passait-elle sur place ? Une fois par an, un groupe de passionnés, les amis de la ligne Maginot, se retrouvent pour rendre hommage à ces hommes. Les tentes, les vêtements, les véhicules et la vaisselle sont des pièces d'origine ou des reproductions. Les armes sont neutralisées. D'ailleurs, si jamais le monosac en toile, tout en débarrage, j'ai trouvé dans cette même maison un monosac en toile. C'est moins perturbé à faire... La rencontre est organisée par Charles Ledigue, dont l'association se consacre à la rénovation de 2 petites casemates. On se rend un petit peu mieux compte du quotidien du soldat. Exemple aussi, lorsque il pleut, ça c'est de la laine. Lorsque ça c'est mouillé, ça ne sèche plus. Voilà. Et donc quand on n'a pas beaucoup de tenues de rechange et qu'il n'y a aucun endroit dans une casemate qui est déjà humide pour faire sécher les vêtements, ça aussi c'est compliqué. Donc oui, nous, ça nous aide un petit peu à comprendre le quotidien du soldat. Et même si c'est, entre guillemets, un loisir,
On essaye que les choses soient crédibles. Sinon, ça sert à rien, il y a autant faire autre chose que porter une tenue militaire, même si elle est d'il y a 80 ans. On s'entraîne, on apprend avec les plus anciens. Moi, eux, ils sont depuis un peu plus longtemps que moi. Moi, je suis plus jeune, puis ils m'ont appris à le faire. Donc, ensuite, on s'entraîne et puis en avant. Il ne faut pas oublier que la fortification française a été construite pour économiser les hommes. Et donc l'argent que l'on a mis dedans, on est vraiment dans le principe de André Maginot, le mur de béton est moins cher que le mur de poitrine de nos enfants. Marc Alter connaît bien la ligne Maginot. Il a écrit de nombreux livres sur son histoire. Et depuis plus de 40 ans, il s'occupe avec son association de la conservation du fort de Chenambourg en Alsace. Depuis son enfance, il entretient un lien personnel avec ses ouvrages. Mon grand-père a travaillé au fort qui n'est pas loin d'ici pendant plusieurs années. Mon papa était lieutenant dans la ligne Maginot pendant les combats. Donc, quand ils parlaient de cela, ils m'ont présenté aussi des anciens, puisque le fort de Chenambourg, on est aussi détenteur de la mémoire des anciens combattants du secteur, disaient on était protégés, c'était notre maison. En protégeant le fort les protégeait eux-mêmes. Et c'est très très particulier comme sentiment. L'alerte est donnée. Dans les dortoirs, où l'on est assuré d'un repos absolu, quelle que soit la violence des bombardements, les hommes déjà debout s'équipent. Des différents postes arrivent les ordres qui sont transmis par l'intermédiaire de centraux téléphoniques. Au poste de commandement, les officiers reçoivent les renseignements par téléphone des observateurs qui se trouvent dans les abris bétonnés et transmettent immédiatement les ordres de tir au blockhaus. Et chaque homme occupe bientôt son poste. Ces images datent de 1938, mais l'alerte et l'opération de combat sont des mises en scène destinées à la caméra. La ligne Maginot a pour but de rassurer la population française. Et c'est exactement le message délivré ici. Nos hommes sont protégés et parfaitement préparés en cas d'attaque. Certaines images sont cependant trompeuses. Le chemin de fer à voie étroite ne sert pas à acheminer les soldats, mais des munitions. Les grandes fortifications constituent une prouesse d'ingénierie. Tout est à la pointe de la technologie. L'approvisionnement en munitions des blocos est assuré par des moyens perfectionnés. L'équipement de l'époque existe toujours dans quelques-uns des gros ouvrages d'artillerie. Au fort du Hackenberg, en Lorraine, la tourelle à moteur électrique a été restaurée à grands frais. Dans des coupoles pareilles à celles des grands navires de bataille, des pièces à longue portée entrent en action, en même temps que d'autres canons braqués à de moindres profondeurs et maniés par des servants rigoureusement entraînés. Les tirs combinés de ces pièces avec celui des mitrailleuses opposent un front de feu ininterrompu à l'avance de l'ennemi. Prends un caillou plutôt, non? Ouais. Un caillou? Ouais, un caillou. C'est bizarre, normalement il entend quand on crie, mais j'ai pas l'impression qu'il soit à l'intérieur. C'est bon, t'y es? Erwan, en batterie? Erwan, Hugues et Louis sont lycéens
et profitent de leur temps libre pour entretenir les anciennes machines. Le week-end, ils présentent les équipements restaurés aux personnes intéressées. Ah bah 80 ans déjà, c'est pour ça qu'aujourd'hui il ne reste plus beaucoup de témoins de cette guerre. On a eu l'occasion de parler avec quelques survivants, quelques personnes qui sont encore là mais qui sont très âgées. Donc on essaie de récupérer tous les témoignages, mais dans quelques années ces personnes-là n'existeront plus et il faudra qu'on soit présent pour se souvenir d'eux et rappeler leur mémoire. Ça c'est un insigne de forteresse. Donc là, vous avez l'insigne général de forteresse, donc ça, c'est ce que portaient les soldats. Les officiers, l'insigne, il était doré. Alors ici, on voit justement le canon, donc un canon anti-char qui flanque vers la gauche. On voit aussi un réseau de barbelés. Et on peut voir aussi la devise de la ligne Maginot, on ne passe pas. Et si vous regardez bien en haut, vous pouvez voir aussi une tourelle qui sort. Donc là, elle est en position de batterie, comme ici. Quelle impression la ligne Maginot a-t-elle produit sur les Allemands? A-t-elle vraiment eu un effet dissuasif? Le commandement militaire allemand est informé de sa construction. Et à partir de 1936, les Français observent leurs voisins bâtir près de la frontière une ligne de défense, appelée plus tard ligne Siegfried. Elle comprend des barrages anti-chars qui s'étirent sur des kilomètres et des milliers de bunkers plus petits et moins profondément enfouis que ceux de la ligne Maginot. Les Allemands justifient le coût du dispositif en se référant à la muraille française. Ils misent non pas sur une stratégie défensive, mais sur une guerre de mouvement offensive avec des blindés. Les Français, eux, ont construit d'immenses fortifications. Les plus grandes disposent d'entrées séparées pour les soldats et les munitions et peuvent accueillir jusqu'à 1000 hommes. C'est une véritable ville souterraine, à la fois un arsenal, une usine et une caserne. Des cuisines. Des réfectoires. Des lavabos y ont été installés avec tout le confort moderne. Une puissante machinerie qui au loin va puiser l'air frais par l'intermédiaire d'une canalisation camouflée permet de lutter, avec l'aide de systèmes compresseurs, contre les gaz toxiques. L'air, la lumière, c'est quelque chose de très important. On parle d'un équipage, comme sur un bateau. Le mode de fonctionnement, c'est comme sur un bateau. Alors pour l'air, il y a ces prises d'air. Pour le bloc, ça rentre ensuite dans des filtres et tout le bloc est mis en surpression, ce qui évite à des gaz d'entrer dans le bloc et aussi d'évacuer les gaz dus au tir à l'intérieur du bloc. Après les terribles expériences des gaz toxiques pendant la Première Guerre mondiale, les ingénieurs de la ligne Maginot accordent une importance particulière à une aération sûre et fonctionnelle. À l'intérieur des filtres, une couche en fibre de coco purifie l'air. Chaque ouvrage est doté d'une infirmerie. Au fort de Chenambourg, plusieurs pièces sont dédiées aux soins médicaux. Il y a notamment une salle d'opération et une chambre pour les malades, ainsi qu'une chambre funéraire. Il était interdit de chanter, interdit de siffler, interdit de se promener dans les galeries. Donc chacun restait dans son bloc de combat ou dans le dortoir où il était de repos. Et on les faisait sortir par groupe de 30 ou 40 pendant 1 heure pour fumer une cigarette. Et ensuite, ils revenaient dans l'ouvrage. Alors là, la propagande a énormément joué parce que lorsqu'on regarde Paris Match, l'Illustration, même Life Magazine, on voit un énorme fort avec des étages partout. Il y a des cinémas, il y a des restaurants, il y a des saunas, des salles de bronzage, etc. Tout ça, c'est faux.
La ligne Maginot entre fiction et réalité. Allez, attends, je vous rejoins. Viens au cabinet. En 1937, un film sort même en salle, Double crime sur la ligne Maginot. C'est une histoire de meurtre et d'espionnage avec une bonne dose de patriotisme. Le commandant. Capitaine Dubois. Plus rien à faire. Fini. L'armée française sauve la France, d'abord par le courage et son organisation exceptionnelle, et aussi parce qu'elle a des nouveautés techniques que personne n'a. Et donc, Pierre Nord, Double crime sur la ligne Maginot, où on a un roman d'espionnage qui est adapté à l'écran, dans la ligne Maginot, pour montrer à quel point elle est moderne, mais c'est aussi pour montrer la technologie. Et on est aussi dans une ère culturelle extrêmement technocratique. Tout ce début du XXe siècle, il y a une sorte de fascination pour la technologie qui, là, est mise au service du nationalisme patriotique le plus pointu. La réalité n'a pas grand-chose à voir avec la fiction. Après l'invasion de la Pologne, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Les forces se mettent en ordre de bataille. Peu de temps après commence la drôle de guerre. La température est constante, c'est toujours 13 degrés. L'humidité, à la longue, pénètre un petit peu chez les êtres humains. L'ambiance pour les soldats, c'était pas très élevé. Parce que bon, il y en a qui s'ennuyaient, ils faisaient des exercices, ils travaillaient comme sur un bateau. C'est la raison pour laquelle on parle d'un équipage ou dans un sous-marin, par exemple. Les soldats avaient une forme de maladie qu'on appelait la bétonite. La bétonite, mélange d'ennui, de dépression et de claustrophobie, est un véritable fléau. D'autant que les pièces, en plus d'être humides, sont bruyantes. Le bourdonnement des moteurs diesel envahit les couloirs. Pour mieux supporter leurs conditions, les soldats peignent leur monde souterrain, qu'ils enjolivent ou décrivent avec humour. Seul un petit nombre de ces remarquables fresques murales a perduré jusqu'à nos jours. À 30 mètres sous terre, la restauratrice Céline Antoine tente de les sauver. C'est une scène qui se passe en face de la porte de l'infirmerie. Donc on y trouve des personnages réels en fait qui ont été mobilisés donc entre 1939 et 1940. Là c'est le docteur Cameron. Donc lui dans sa main il tient une grosse seringue avec du bromure de potassium dedans. Donc c'est un sédatif pour calmer un peu tous ces hommes. Alors, c'est donc l'infirmerie, évidemment, c'est une salle de torture. C'est représenté comme une salle de torture. D'ailleurs, on voit les instruments chirurgicaux qui sont une scie, des ciseaux, un marteau. Donc, on imagine quand même un petit peu les douleurs que ça devait représenter. Mais il faut dire aussi que le fort, entre 39 et 40, le fort là n'a pas été attaqué par les Allemands. Donc, ils étaient quand même dans l'expectative d'une attaque, ils attendaient. Et ça, c'est aussi représenté avec l'escargot, avec les toiles d'araignée, avec l'araignée, donc qui montre quand même une espèce d'inactivité de la salle. Et puis, et ça montre aussi l'esprit d'équipe qu'il fallait avoir contre les atrocités de la guerre, évidemment. Voilà. Mickey et Pluto sont aussi de la partie. À l'arrière-plan, une casemate de la ligne Maginot. Les soldats cachent sans doute derrière l'humour leur peur d'une nouvelle guerre. La population civile n'est pas épargnée. La mobilisation et la déclaration de la guerre ont des répercussions majeures sur les habitants de la région frontalière. Plus d'1,5 million de personnes sont évacuées. Étienne Haas avait 10 ans à l'époque.
En face de chez nous habitait un monsieur, un Einkirchen, qui avait plus de moyens. Il avait la radio, il écoutait la radio allemande et française et faisait assez fort pour que ça traverse la route. Et nous, on entendait la radio, on entendait Hitler qui criait à la radio. On avait peur, on avait vraiment peur. On attendait l'évacuation de la part du gouvernement parce qu'ils s'attendaient à la guerre avec Hitler. L'ordre est venu déjà quelques mois avant. On nous a remis, ce qui m'a impressionné moi, des masques à gaz. Parce que les avions allemands survolaient déjà le village pour contrôler un peu. Et nous, on avait peur, comme enfants, qu'ils lancent des bombes ou du gaz. Des deux côtés de la frontière, les gens doivent brusquement quitter leur domicile pour s'installer dans d'autres régions. Charles Ledigue et ses amis reconstituent l'épisode tragique de l'évacuation de la population française. Si, en fait, il peut tenir, parce qu'il en parle pas. À un moment donné, c'est nous qu'on débarquera. Pour moi, l'évacuation, c'est directement lié à l'histoire de la ligne Maginot. Pourquoi ? Parce que début septembre 1939, on a ordonné aux populations civiles, donc tous ceux qui habitaient entre la ligne Maginot et la frontière, pour envisager des combats entre cette ligne Maginot et la frontière, d'évacuer donc vers le sud-ouest, en gros. Donc en une journée, même en quelques heures, les civils ont dû abandonner tous les animaux sur place, quasiment tout, juste quelques bagages pour survivre. Ils ont dû partir à pied ou avec des calèches, rejoindre une gare et après partir en train jusque dans la Vienne. L'histoire est telle qu'elle est, donc on ne pourra pas l'inventer, on ne pourra pas faire de choses plus fantaisistes que ça sur cette évacuation. C'est l'heure de vérité pour la ligne Maginot. Que se passe-t-il par exemple dans les casemates du Hubert-Busch ? Charles a récupéré la lettre d'un soldat. Quand celui-ci est mort, il avait presque le même âge que Charles aujourd'hui. C'est les courriers du soldat Marc Ansaume. Donc Marc Ansaume, il était affecté ici de septembre 1939 au 13 juin 1940. Et en fait, le soldat-là, il meurt le 13 juin 1940 à l'hôpital à Pont-à-Mousson dans des circonstances qui sont encore floues. Donc ce sont des courriers qui ont été rédigés ici et qui reviennent ici 80 ans après. Donc ça, c'est le jour où nos recherches ont permis de trouver ce genre de documents. C'est extraordinaire parce qu'on a des petits éléments du quotidien du soldat. On ne parle pas des combats parce que les combats arrivent après, mais on a le quotidien. Donc l'humeur du soldat, on a qu'est-ce qu'il mangeait, est-ce que c'était compliqué ou pas, est-ce qu'il partait en permission. Voilà, plein de petits détails qui font que c'est super intéressant. Et là, son premier courrier, il est daté du 19 septembre 1939. Chers parents, enfin, je suis arrivé à une destination fixe et je peux vous joindre une adresse régulière pour 3 ou 4 semaines. Pour moi, cela ne va pas trop mal, c'est la vie de casemate. Tous les paysans ont laissé de quoi vivre, veaux, vaches, cochons, poulets, dindes, oies, canards, etc. Comme vous voyez, on ne se frappe pas. Je termine en vous embrassant rapidement, car le courrier part de suite. Marc, donnez de mes nouvelles à toute la famille. 164e régiment d'infanterie de forteresse, C59, secteur postal 26. On observe ce qui se passe en face. La ligne Maginot a été conçue pour parer à une attaque surprise des Allemands et contenir leurs troupes durant 3 semaines. L'armée française devrait ainsi gagner du temps pour se mobiliser. Mais ce plan fonctionne-t-il ? Die Infanterie rückt inzwischen weiter vor. Le 10 mai 1940, l'armée allemande lance sa campagne à l'ouest. La drôle de guerre se transforme en guerre éclair.
les Français et leurs alliés britanniques sont surpris par la rapidité de la Wehrmacht. Non seulement les troupes allemandes avancent à pied, à vélo et avec des chars rapides, mais elles ont l'avantage d'être équipées de radios modernes. Convaincus que l'Allemagne attaquera la France par le nord de la Belgique, les Alliés y envoient leurs forces armées. Mais la Wehrmacht frappe plus au sud, dans les Ardennes. Les Alliés ont pensé à tort que les chars ne pourraient pas traverser ce terrain impraticable. C'est pourquoi la ligne Maginot est à peine renforcée et la frontière faiblement protégée dans cette zone. C'est là que les Allemands font leur percée. Cela correspond à leur plan jaune, la planification des opérations d'invasion. Ils avancent dans le dos des Alliés jusqu'au littoral. En parallèle, ils attaquent les fortifications de la ligne Maginot par derrière et de face. Der deutsche Angriff, der von General von Witzleben geleitet wird, beginnt mit einer planmäßigen, gewaltigen Artillerievorbereitung. De la mi-mai au 22 juin 1940, certains secteurs de la ligne Maginot subissent les tirs massifs de l'armée allemande. Le succès de l'offensive allemande sur le front de l'Ouest s'explique d'abord par l'utilisation ciblée de la technologie de pointe. C'est clairement le premier élément. Ensuite, il y a la dimension psychologique. Les Allemands ont sciemment recours à des instruments terrorisants, comme les trompettes de Jéricho, les sirènes des Stuka qui retentissaient lors de la descente en piqué de l'avion sur les positions visées. Ce n'est pas un tapis de bombes qui est largué sur les troupes françaises, mais des attaques qui sont menées par vagues successives. Résultat, l'adversaire se retrouve dans l'incapacité de réagir parce qu'il est cantonné en permanence dans sa position. Les soldats ne sont pas fauchés par les bombes, mais ils sont exposés à une pression psychologique qu'ils ne connaissaient pas jusque-là. Noch verteidigen tapfere französische Soldaten in Erfüllung ihres Befehls die Kernwerke der Maginot-Linie. Zum letzten Mal läuft das Uhrwerk dieser komplizierten Verteidigungsmaschinerie. Le film de propagande Sieg im Westen, Victoire à l'Ouest, rend hommage aux Français pour mieux souligner la victoire allemande. Afin de prendre le fort de Chenambourg, la Wehrmacht largue plus de 3000 bombes et obus. Il y avait des cratères énormes et le bloc 4 sur lequel je me trouve maintenant et le bloc 3 et d'autres se sont pris des coups directs, mais c'était fait pour résister. On ne voit plus les traces de nos jours parce que très rapidement, les Allemands qui ont voulu tourner un film de propagande, ils ont comblé, plus ou moins réparé, comme ça ils pouvaient faire montrer une belle conquête. Ce film de propagande met en scène un triomphe qui n'a pas eu lieu dans ces conditions. On fait même appel à des prisonniers de guerre français pour reconstituer le prétendu échec de la ligne Maginot. Le fort de Chenambourg a été choisi en partie pour représenter la victoire allemande parce que nous sommes proches de la frontière, parce qu'il est très bien localisé, il est dégagé sur les dessus et les Allemands, la Wehrmacht, voulaient montrer une belle prise de guerre et ils ont réussi. Tout ça, c'est de la propagande. Mais les faits disent autre chose.
Le 22 juin 1940, les troupes de forteresse reçoivent l'ordre d'évacuer les ouvrages, même si à l'intérieur, les dégâts sont minimes. Le 25 juin, l'armistice entre en vigueur. Quelques jours plus tard, les soldats français sont sommés d'abandonner les fortifications de la ligne Maginot. À partir de juillet 1940, les Allemands en prennent possession. C'est le traumatisme des soldats de la ligne Maginot. Les ouvrages d'artillerie de Schönenbourg, du Michelsberg, du Galgenberg, du Hackenberg et du Kobenbusch, pour n'en citer que quelques-uns, ont été livrés à l'ennemi alors qu'ils auraient pu encore résister. De nos jours, cette reddition est toujours perçue comme un outrage. Ce qu'on voit, c'est la ligne Maginot en rouge, côté français. On s'aperçoit que du côté français... Des historiens étudient les événements de l'été 1940 pour savoir si la ligne Maginot est responsable de la défaite de la France. Aujourd'hui encore, dans le pays, l'opinion est largement répandue que ce système de défense a été inutile et qu'il a échoué lamentablement. Mais ces accusations sont-elles fondées? La ligne Maginot a été en partie un échec, mais pas dans le sud. Dans les Alpes, les fortifications ont rempli leur fonction. Elle a été un échec parce que des ouvrages de défense fixes ne répondaient plus aux nouvelles exigences militaires. Au fond, c'était un dispositif qui avait une guerre de retard. Il y a une autre raison qui explique que la ligne Maginot passe pour avoir été un échec depuis 1940. Après l'armistice, la France est divisée en deux. Le nord, administré directement par l'occupant allemand, et le sud, dirigé par le gouvernement de Vichy. Le régime collaborationniste trouve un bouc émissaire à la défaite de l'armée française, la ligne Maginot. La vérité, c'est que les soldats de la ligne Maginot se sont rendus après l'entrée en vigueur de l'armistice. Ils étaient toujours dedans. Et c'est pour ça qu'ils sont amers aussi. Ce sont des soldats qui se sont battus, alors que Vichy a dit l'armée française ne s'est pas battue, ils sont tous partis comme des poltrons, ils sont allés se cacher, ils se sont débandés. C'est faux. Que deviennent ces hommes? Près de 2 millions d'entre eux sont faits prisonniers et sont envoyés en Allemagne. 1,5 million y restent jusqu'à la fin de la guerre. Ces soldats dont on a fait le procès, contrairement à ceux qui ont libéré la France en 1944, ont-ils vraiment failli? Depuis 20-25 ans, les chercheurs s'efforcent de leur rendre justice. En Alsace comme en Lorraine, l'histoire de ses grands-pères et arrière-grands-pères reste vivace. Certaines familles gardent le silence, d'autres en parlent à leurs enfants. Erwan, Hugues et Louis sont de ceux à qui on a raconté ce passé. Cette histoire fait partie de la vie des 3 jeunes Lorrains. Ma famille a eu l'habitude de m'amener à la ligne Maginot comme ils emmènent mon frère au football. C'est juste une passion différente. Et vu qu'ils ont l'habitude de me voir maintenant en uniforme, aller à la ligne Maginot, évidemment, ils sont imprégnés de ça. Ils sont très fiers de ce que je fais, ici. Parce que c'est aussi une part de l'orientation qui m'amènera pour faire un métier qui sera dans l'histoire, alors dans la conservation du patrimoine. C'est ce qui me tient à cœur. Une colonne de camions de la brigade franco-allemande traverse le Rhin en direction de la France. Cette armée, forte de 6 000 hommes et femmes, symbolise l'amitié scellée par les dirigeants des 2 pays et renforce la coopération instaurée en 1963 par le traité de l'Élysée. Aujourd'hui, un petit groupe de soldats en déplacement fait une halte sur la ligne Maginot.
À moins de 10 mètres de ce bunker, la détonation d'une bombe de 100 ou 200 kg produit évidemment une onde de choc massive. On peut imaginer ce que les soldats à l'intérieur ressentaient quand l'onde de choc atteignait le bunker. À ma connaissance, environ 30 hommes étaient stationnés dans ce secteur. C'est une situation qui nous paraît totalement inconcevable aujourd'hui. On passe des jours et des semaines dans cette casemate et quand l'attaque est lancée, on est entièrement livré à son sort. Alors là, c'est très intéressant l'endroit où on se trouve. Donc on voit le dessus de la casemate avec la cloche d'observation GFM. Et on voit à travers le cratère de Stuka qu'on a là en bas qu'ils ont vraiment essayé de toucher la cloche et donc les moyens de protection de la casemate. Et s'ils avaient touché le bunker, ça aurait eu quoi comme résultat? Éventuellement une faille dans le système de défense de la ligne. Donc c'est par là, ça aurait pu être par là que l'infanterie ennemie aurait pu percer, passer et traverser cette ligne. Pour nous, effectivement, vu qu'on travaille tous les jours ensemble et qu'on se côtoie vraiment tous les jours, on a tendance à oublier qu'il y a une frontière et qu'avant il y avait eu des guerres entre nous, parce que c'est devenu tellement normal d'être ensemble au quotidien. Mais après, on fait quand même très régulièrement des cérémonies, que ce soit pour le 11 novembre ou pour le 14 juillet. Donc on a quand même l'occasion de temps en temps de nous souvenir qu'il y a eu des conflits avant et de commémorer nos anciens. Des photos de l'après-guerre. Ce petit avant-poste fait aujourd'hui partie du lieu de vie d'une famille lorraine. Étienne Haas, qui a vécu l'évacuation enfant, rend visite à un neveu dans sa nouvelle maison. Parce que dans les années 50, je crois, Étienne, ça devait être aménagé dans les années 50 par Madame Genelard. Je crois que c'est dans les années 50 qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont habité dedans. Alors, il n'y avait pas l'eau courante, ils récupéraient l'eau de pluie, le système d'électricité, c'était un peu vétuste. Et donc, ils ont tout... ils ont fait un peu comme ils pouvaient. Et nous, quand on a racheté ça en 2005, on a complètement réaménagé l'ensemble. Comme il ne voulait pas démolir le petit bunker et ne pouvait pas le déplacer, Cédric Vénère a décidé de l'intégrer à sa cuisine. Et il a construit sa maison tout autour. Ce qui fait désormais office de salle de musique, de chambre d'amis et de refuge était autrefois un poste d'observation militaire. Tu jouais dedans, quoi. Oui, on jouait là-dedans. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils jouaient là-dedans après la guerre, et là on est en 2021, et maintenant c'est mes enfants qui jouent dedans. Donc au final, ça a plus servi à jouer ou à vivre qu'à faire la guerre. Ça c'est le petit clin d'œil un peu marrant. Et Étienne, je sais pas, t'as quel âge maintenant? 92. 92 ans. Et mon enfant qui a 3 ans joue dedans. Et toi, tu as joué dedans quand tu avais une dizaine d'années. Exactement. C'est rigolo. Oui. Ah oui. Quelle époque. Comment appréhender ce géant de l'histoire? À quelques kilomètres de la frontière allemande, il reste toujours des centaines d'ouvrages de la ligne Maginot. Dans le sud, certaines installations ont été utilisées pour la surveillance radar de la Méditerranée. En 1966, l'État français arrête leur entretien et les met en vente. Que faire de ces imposants témoins de la guerre? Les ensevelir? Les murer? Les aménager en attractions touristiques? Après la guerre, la ligne Maginot est devenue le symbole de la défaite de 1940. Aujourd'hui, des jeunes tentent de réhabiliter leurs ancêtres. Depuis une quarantaine d'années, des associations ont vu le jour, de la Manche à la Méditerranée, pour remettre en état ces constructions.
Ça a l'air d'être un peu plus cohérent. Avec ses compagnons, Charles Le Digue restaure la tourelle des casemates du Hubert-Busch. C'est pas jouer à la guerre. Le but, c'est pas de s'amuser à se tirer dessus parce qu'il y a aucun intérêt. On n'est pas un club d'airsoft. C'est sûr que venir ici, sans chercher les choses dans leur profondeur, sans aller lire des livres qui traitent du sujet, sans essayer de retrouver l'histoire des anciens qui étaient ici, forcément, si on porte une tenue et qu'on attend dans une casemate, psychologiquement, il ne se passera rien. Mais après, voilà, le fait de faire la démarche, d'essayer de comprendre, et ben après, le fait de venir ici, ben physiquement, on se rend mieux compte des choses. Charles passe le plus clair de son temps libre dans la casemate. Elle ne lui appartient pas, elle est la propriété de la commune qui soutient son action. L'association compte dans ses rangs non seulement des Français, mais aussi des Polonais et des Allemands qui habitent près de la frontière. Après, si ça colle, on peut les utiliser, mais je pense pas. Presque 80 ans après la fin de la guerre, l'inimitié héréditaire entre la France et l'Allemagne s'est muée en partenariat. La ligne Maginot ne sépare plus les deux nations, elle les rapproche.